Bien, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est avec plaisir que nous recevons pour la première fois devant notre commission Monsieur Hervé Berville, le nouveau secrétaire d'État chargé de la mer, placé auprès de la Première ministre. Comme vous vous en doutez, nous souhaitions particulièrement vous entendre dans le cadre de l'examen prochain par le Sénat du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, projet qui a été déposé sur le bureau de notre Assemblée le 26 septembre dernier. Je rappelle qu'en application du décret d'attribution publié en juillet dernier, votre secrétariat d'État est associé aux politiques publiques en matière de protection du littoral et d'énergie marine renouvelable, en lien avec le ministère de la Transition énergétique de Mme Agnès Pannier-Runacher, qui est en charge du développement des énergies renouvelables. Bien sûr, cette rencontre est également l'occasion d'aborder votre feuille de route pour 2023. S'agissant des affaires maritimes, je laisserai les collègues qui le souhaitent vous interroger à ce sujet tout à l'heure. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, qui comporte un titre dédié à l'éolien en mer. Je souhaiterais en particulier aborder 3 points. Première observation sur l'éolien en mer, il semble exister un véritable paradoxe français. Notre pays dispose du 2e gisement de vent éolien marin, le plus important d'Europe, derrière le Royaume-Uni. Pourtant, nous sommes très en retard par rapport à nombre de nos voisins européens pour déployer cette énergie, tandis que le Royaume-Uni possède déjà plus de 10 gigawatts de puissance installée et l'Allemagne plus de 7. La France s'apaise tout juste à mettre en fonction son premier parc éolien offshore à Saint-Nazaire, qui disposera d'une capacité de 480 mégawatts. Le retard s'accumule et l'objectif fixé par la PPE de disposer de 6 gigawatts de capacité installée en 2020 avait déjà été reporté à 2028. Récemment, le président de la République a pourtant annoncé un relèvement des objectifs à 18 gigawatts pour 2035 et 40 pour 2050. Ce renforcement de nos ambitions est louable, mais il semble très difficile à concrétiser sans une véritable accélération du processus. Je rappelle qu'en moyenne, il faut 10 ans en France pour permettre en exploitation un parc éolien en mer, contre 5 ans en moyenne dans l'Union européenne. Or, de l'avis de nombreux acteurs, les dispositions du projet de loi sur l'éolien en mer permettraient tout au plus de gagner quelques mois sur l'ensemble du processus. Monsieur le ministre, quel regard portez-vous sur les raisons de ce retard français en matière de déploiement de l'éolien offshore? Votre ministère identifie-t-il des pistes complémentaires pour nous permettre d'aller plus vite? Dans un deuxième temps, je souhaite vous interroger sur les autres énergies marines renouvelables qui ne sont pas traitées par le projet de loi. Je pense en particulier aux énergies houlomotrices, marémotrices et à l'énergie thermique des mers. Le gouvernement en identifie-t-il des mesures pour favoriser les investissements publics et les investissements privés dans ces énergies marines émergentes qui en sont encore, pour la plupart, à un stade expérimental? Enfin, je vous propose d'aborder la question de la place des ports dans le déploiement des énergies maritimes renouvelables, ce qui me permettra de faire la transition avec le projet de budget que le Sénat examinera dans quelques semaines. Situé à l'interface entre le domaine terrestre et maritime, les ports seront amenés à accueillir de nombreuses activités nouvelles pour accompagner la transition énergétique ou les activités industrielles, telles que nécessaires à la fabrication et à l'assemblage des composants des éoliennes. Pensons à la logistique nécessaire à la construction et à l'exploitation des sites de production d'énergie en mer, mais aussi aux activités de maintenance. L'aménagement d'espaces adaptés à ces activités va nécessiter d'importants investissements dans les années à venir. Le gouvernement a-t-il prévu d'accompagner financièrement les ports dans cette transition? Monsieur le ministre, je vous laisse à présent répondre aux différents points. Et avant de céder la parole à Didier Mandelli, rapporteur du projet de loi sur les énergies renouvelables, ainsi qu'à l'ensemble de mes collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, vous dire que c'est un plaisir d'être ici devant vous pour la première fois dans le cadre non seulement de l'analyse et puis de l'examen du texte sur l'accélération des énergies renouvelables, mais également pour vous faire part, au fond, de manière assez rapide et de manière la plus exhaustive possible, même si ce ne sera pas totalement possible, de la feuille de route qui est la mienne à la tête du secrétariat d'État à la mer.
D'abord, vous dire que la mer, la politique maritime, et c'est l'objet aussi de ce rattachement auprès de la Première ministre, est une priorité pour le gouvernement, et je crois qu'une priorité pour vous aussi, et pour les élus locaux et nationaux que vous êtes, puisque la politique maritime, la mer, on a la chance d'avoir en France le deuxième espace maritime au monde. On voit bien que la mer, notamment ce qui se passe dans l'Indo-Pacifique, est un lieu de conflictualisation renforcée. C'est le chef d'état-major de la marine qui le dit souvent. La Chine, tous les 4 ans, a refait l'équivalent de la marine française. Et on voit bien que les enjeux maritimes sont au cœur, au fond, de 2 priorités, ou en tout cas de 2 impératifs pour nous. Le premier, celui du dérèglement climatique, de l'urgence écologique, et qu'on ne pourra pas traiter la question du dérèglement climatique sans s'attaquer à la question de la protection des océans. Et puis, le deuxième enjeu, et qui fait de la mer et de la question maritime un enjeu prioritaire, c'est que la mer est au cœur de l'enjeu de souveraineté économique. Et que, à la fois dans ce que recèle la mer en termes de ressources, mais en même temps, ce qu'elle peut nous permettre, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, en termes de transition énergétique, en termes bien évidemment de souveraineté alimentaire, la mer est au cœur du dérèglement climatique, de l'enjeu écologique et de l'enjeu de souveraineté économique. Et donc, la feuille de route qui m'a été fixée par le président de la République et par la Première ministre s'articule autour de 3 priorités. La première, c'est bien évidemment la protection des océans, de la biodiversité marine, puisque sans ressources, il n'y a pas de pêcheurs. Sans ressources, on ne pourra pas faire face au changement climatique. Et on le voit, vous l'avez vu cet été partout dans vos territoires et partout dans vos départements, il y a une accélération du dérèglement climatique qui nous oblige à agir et qui nous oblige à travailler avec tous les acteurs locaux, avec les scientifiques, avec les collectivités locales pour faire face notamment à la question de l'érosion du trait de côte, aussi aux marées à la rentrée d'eau salée aussi, comme on le voit dans les outre-mer, dans nos terres, et qui a un impact notamment sur l'agriculture. Donc ça, c'est la première priorité, la protection des océans et de la biodiversité marine. La deuxième, c'est bien évidemment le développement de l'économie maritime et le soutien à nos modèles de pêche, parce que vous le savez très bien, dans la diversité des territoires que vous représentez, on a des modèles de pêche divers, et il faut, je crois, les protéger, les préserver. On voit bien qu'on a un enjeu notamment pour installer de nouveaux pêcheurs. On a un enjeu sur la décarbonation des navires, et on a un enjeu aussi pour continuer à avoir une économie locale, parce que l'économie maritime, c'est en général une économie qui est localisée, territorialisée, et qui crée des emplois partout sur notre magnifique littoral. Et puis le troisième enjeu, et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, c'est celui, au fond, de la coordination et de la planification en mer. On voit bien que le littoral, la mer, fait l'objet d'une multiplication et d'une densification de ses usages. Avant, la mer était plutôt réservée, on le sait, aux pêcheurs. Maintenant, on voit bien qu'il y a une accumulation, en tout cas une accélération des activités touristiques. Il y a maintenant l'implantation des énergies renouvelables. Il y a la question de la cohabitation des usages. Et donc, c'est à ce ministère, au secrétariat d'État à la mer, que l'on doit mettre en œuvre cette planification des usages en mer, en le faisant en lien avec les départements, avec les communautés de communes, avec les régions. Le faire parce qu'on a des objectifs qui peuvent paraître parfois contradictoires, qui au fond ne le sont pas tellement, mais qui nécessitent d'avoir cette concertation et de travailler ensemble pour à la fois répondre aux enjeux écologiques, mais aussi aux enjeux énergétiques, aux enjeux d'aménagement du territoire et aux enjeux touristiques. Donc c'est les 3 priorités de la feuille de route, avec une méthode qui est basée sur, au fond, 3 dimensions principales. Partir du terrain, et c'est pour ça que depuis ma nomination, j'essaie de me déplacer autant que faire se peut dans tous les territoires. C'est bien évidemment Boulogne-sur-Mer, avec ce magnifique port de pêche qui fait la fierté de notre pays. C'est aussi en Corse, pour là aussi à la fois répondre aux urgences et puis travailler avec tous les élus à la définition d'une stratégie maritime. C'est la Bretagne, je me permets de le dire ici, étant bien évidemment élu breton, sur là aussi la définition d'une stratégie pour cette région, mais c'est également la Gironde, le Pays basque. Au fond, faire en sorte d'avoir une stratégie nationale, mais adaptée aux spécificités du territoire et aux attentes et aux enjeux des élus locaux. Le deuxième, et ça c'est un point qui est pour moi fondamental, c'est de renforcer la présence et l'influence de la France dans les institutions européennes sur ces enjeux de politique maritime et de politique de pêche. La politique de la pêche, notamment, c'est une politique européenne, c'est une politique commune. Et au fond, trop souvent, cette politique maritime, la pêche, a été la variable d'ajustement
des différentes politiques publiques. Et donc on voit qu'il y a un gros travail qui a été fait notamment sur la question du Brexit et des licences, mais on doit constamment rappeler à nos partenaires européens que l'enjeu maritime est un enjeu prioritaire pour nos politiques européennes et qu'on doit se battre pour être présent et pour défendre nos pêcheurs, pour également défendre notre stratégie sur le déploiement des énergies marines renouvelables et puis aussi être en capacité de monter en puissance partout dans les territoires ultramarins pour faire face aussi à ce qui est une réalité, la pêche illicite, ce qui est une réalité des attaques contre aussi la biodiversité marine un peu partout dans nos outre-mer par d'autres pays qui sont un peu moins regardants sur le sujet. Et puis la troisième dimension de ce que l'on souhaite développer, c'est se baser sur la science et l'innovation. On a la chance d'avoir en France une formidable équipe de recherche. Ça va de l'IRD à l'IFREMER, en passant par le CNRS. Et donc, on voit bien qu'on pourra à la fois créer du consensus et puis en même temps prendre les bonnes décisions, déployer les bonnes politiques publiques que si on le base sur la science et sur l'innovation. Moi, j'ai eu l'occasion de voir depuis un certain nombre de mois tout ce qui peut se faire aussi en termes d'appropriation, de partage de connaissances, parce que parfois on a un peu l'habitude de refaire des études pour refaire des études. On a besoin de partager les connaissances, on a besoin de diffuser cette science, on a besoin de continuer à investir, mais au fond, en basant notre politique et notre stratégie maritime aussi sur ces connaissances, et donc on continuera à déployer notamment avec la flotte océanographique française, avec l'ambition que l'on a dans le cadre de France 2030 sur l'exploration marine, à ce stade, plus de 80 millions d'euros qu'on va continuer à déployer sur France 2030 pour mieux connaître ce qu'il y a dans nos fonds marins et puis surtout être en capacité de continuer à porter haut l'excellence de la recherche française. Pour répondre à vos questions de manière très concrète, Monsieur le Président, sur ce que vous m'avez indiqué sur gagner du temps, notamment sur les projets éoliens en mer. J'imagine que vous l'avez évoqué avec la présidente Chantal Joanneau, que ce sera le cas aussi avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher. Je crois que le premier enjeu et la priorité qui doit être la nôtre, avant même de parler de simplification, avant même de parler de texte de loi, ça doit être l'enjeu de la planification. Parce que ce qui fait la différence entre un parc éolien qui, au fond, a plutôt bien fonctionné ou a fait l'objet d'un consensus, notamment avec les pêcheurs, avec les élus locaux, et un autre qui fonctionne un peu moins bien, c'est d'abord la planification. La planification, ça veut dire quoi? C'est très concrètement la concertation avec tous ceux qui utilisent l'espace maritime. C'est très concrètement, quand on fait un projet d'éolien en mer, au lieu de fermer tout le parc totalement pendant tous les travaux, c'est le diviser en 4 pour permettre à ce que les pêcheurs continuent d'aller pêcher dans une de ces zones. C'est de réfléchir au retour aussi des activités après que le parc soit déployé. Bref, c'est une méthode qui se fait partout en terre aussi, et qui se fait quand vous êtes un élu local, qui se fait quand vous êtes une collectivité locale. Et au fond, c'est de déployer cette méthode de planification aux questions d'énergie marine renouvelable. Et on voit bien dans les autres pays européens, et je sais que vous êtes un certain nombre d'avoir fait aussi ces déplacements, ces voyages d'études, et on le voit en France, ce qui change la donne, c'est la planification, et de se dire, sur la concertation, c'est le retour aussi des usages après que le parc ait été déployé, développé, et sur la prise en compte des attentes des différents usagers, notamment des pêcheurs, mais aussi des élus locaux. Je crois que c'est là où on va permettre d'accélérer les choses, parce qu'en prenant un peu plus de temps au début, on en gagnera dans toute la phase de déploiement de ces parcs éoliens et de ces projets qui sont indispensables, encore une fois, pour la transition énergétique de notre pays, sur notre capacité à sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Donc moi, je crois beaucoup à la concertation, à la planification. Et la planification, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, dans le cadre notamment du texte de loi, c'est d'avoir une planification globale, et c'est ce qui sera proposé dans le texte de loi, avec notamment dans le cadre de la stratégie nationale mer et littoral
qui se fait dans le cadre du CNML, du Conseil national de la mer et du littoral, qui est au fond le Parlement de la mer et qui inclut des sénateurs, qui inclut des députés, qui inclut des personnalités du monde maritime, qui inclut des élus locaux. C'est là où on va devoir définir ensemble, et on se donne un objectif d'ici 2023, cette stratégie qui sera ensuite déclinée en fonction des façades maritimes. Donc vous voyez, et Agnès Pannier-Runacher aura l'occasion d'y revenir et je répondrai à toutes vos questions sur le sujet, mais au-delà de la simplification administrative et de la simplification législative, moi je crois beaucoup à l'intelligence collective et on voit bien que la planification, notre capacité à faire de la concertation, elle est indispensable pour pouvoir faire des projets qui ont du sens et surtout qui fassent l'objet d'un consensus partout sur les territoires. Et je vous dis ça en étant un élu d'un territoire où on a eu un des premiers parcs, celui de Saint-Brieuc, où la concertation là aussi a fait l'objet de beaucoup de débats et parfois de controverses. Le deuxième point de votre question, Monsieur le Président, c'était sur les autres types d'énergie marine. Là aussi, on travaille en parallèle de ce qui est développé. Il y a des projets tests, pilotes, qui ont été développés un peu partout sur le territoire. C'est en Normandie, on a eu un projet. Dans le Morbihan aussi, il y a eu un projet qui a été développé sur des énergies marines. Et donc, tout ça, on le fait en lien aussi avec les collectivités locales, notamment avec les régions, pour essayer de trouver, au fond, la solution qui est la plus adaptée au territoire et qui nous permet de déployer des alternatives aux énergies fossiles le plus rapidement possible. On le fait en lien avec des agences que vous connaissez bien, comme l'ADEME, ou en lien avec des institutions publiques comme BPI, qui nous permettent de financer ce type d'innovation, sachant que, bien évidemment, ce ne sera pas dans un horizon de 2 ou 3 ans, et donc il faut qu'on continue en parallèle à travailler, à déployer des technologies qui ont fait la preuve de leur efficacité. Sur la question de la place des ports, parce que c'est un enjeu essentiel. On l'a vu quand on était notamment à Saint-Nazaire. Au fond, il n'y aura pas de véritable stratégie de déploiement des énergies renouvelables si on n'a pas une stratégie également portuaire. Beaucoup de vos collègues, je pense ici à Michel Vaspart, qui était sénateur des Côtes-d'Armor, ne voyez pas là simplement une focalisation sur la Bretagne, mais je sais qu'il avait travaillé sur la question des ports, et puis il y a d'autres collègues aussi que j'ai lu un certain nombre de rapports. La semaine prochaine, nous aurons une réunion avec Clément Beaune, ministre des Transports, et puis tous les gestionnaires de ports et les maires des principaux ports de notre pays pour justement définir une stratégie pas étatique portuaire, mais une stratégie nationale. Parce que les retours que l'on a des premiers parcs qui ont été développés, c'est qu'on a besoin d'accélérer, de faire différemment sur le développement des ports. Et donc ça veut dire parfois des adaptations législatives pour permettre d'avoir des centres de maintenance. C'est aussi libérer du foncier pour pouvoir développer la capacité portuaire de ces ports qui vont devoir là aussi accueillir un certain nombre d'activités. Et donc pour le faire, il faut qu'on le fasse de manière collective, et c'est-à-dire que dans la stratégie qui sera la nôtre aussi sur la décarbonation, on voit bien qu'il y a beaucoup de régions, beaucoup de ports qui ont envie d'être les premiers sur la décarbonation, sur l'hydrogène bleu, sur l'hydrogène gris, sur l'hydrogène vert. Et donc là aussi, on essaie de définir le plus rapidement possible, en lien avec la stratégie nationale de la mer et du littoral, eh bien, au fond, une feuille de route, une méthode, et ensuite des investissements qui seront dans le cadre des différents projets de loi de finances que vous aurez à voter, qui seront dans le cadre aussi de la stratégie des différentes régions, qui seront dans le cadre, pourquoi pas, de France 2030, pour avoir à côté de cette stratégie nationale de la mer et du littoral, une stratégie pour nos ports, parce que si on veut des énergies marines renouvelables, il nous faut à côté, et c'est ce qu'avait très bien dit d'ailleurs la présidente de la région Pays de la Loire et aussi la présidente de l'Occitanie, que la stratégie portuaire était centrale dans la définition d'une stratégie des énergies marines renouvelables. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les quelques questions que vous m'avez posées. Je me permettrai de terminer, si vous m'autorisez, sur 2 sujets qui sont pour moi fondamentaux parce qu'ils sont liés à la mer et je sais qu'ils intéressent aussi beaucoup de vos collègues qui sont sur des territoires littoraux. Le premier, c'est sur la pêche, si vous me le permettez. Parce que notre stratégie maritime, elle ne doit et ne peut se faire qu'en lien avec aussi le développement d'une stratégie d'avenir pour nos pêcheurs. Je ne mésestime pas les difficultés. On a une juxtaposition de difficultés, de crises pour nos pêcheurs, à la fois le Brexit, le Covid, la guerre en Ukraine qui a renchéri le coût du carburant. Dès juillet, on a mis en œuvre un allongement, une prolongation des aides carburant.
On est le seul pays en Europe à l'avoir fait. On s'est battu très fortement pour avoir cette capacité à étendre les aides carburant. C'est 28 millions d'euros pour les pêcheurs. On s'est aussi battu pour augmenter le plafond d'aide carburant pour nos pêcheurs, qui était à 65 000 euros, qui est passé maintenant à 105 000 euros. Et on va se battre pour continuer à le passer 120, 130, 140 000 euros dans le cadre des différentes révisions de tous ces plafonds. Pourquoi on le fait? Parce qu'on a un modèle de pêche, nous, qui est plutôt un modèle de pêche artisanal comparé à d'autres pays. Parce qu'on a un modèle de pêche qui, au fond, met au cœur de ce que l'on doit faire un véritable modèle social. D'autres pays ont fait le choix, eux, de mettre sur le banc de touche leurs pêcheurs en attendant que des jours meilleurs arrivent. Nous, on a fait le choix de continuer à ce qu'ils sortent en mer, puisque derrière, quand on a un pêcheur, c'est 4 emplois à terre, parce que derrière, il y a des marailleurs, derrière, il y a des industriels qui transforment aussi ce poisson-là, et donc on avait besoin de continuer à avoir ces activités de pêche. Donc, on a maintenu ces aides carburants qui vont continuer là aussi jusqu'au moins mi-novembre. En parallèle de ça, sur la question de la politique de pêche et au fond comment on prépare l'avenir, c'est d'avoir une politique ambitieuse sur la décarbonation des navires de pêche. Et donc j'ai annoncé aux Assises de la pêche un fonds d'amorçage de 6 millions d'euros pour la décarbonation des navires de pêche. Pourquoi? Parce qu'on constate au cours des 20 dernières années que les grandes crises des pêcheurs sont des crises du carburant. Et donc il faut qu'on soit en capacité de les accompagner à être moins dépendants du pétrole et moins dépendants de ces énergies fossiles. Et donc c'est toute l'ambition qu'on continuera à apporter. Et puis je terminerai par un point aussi, c'est sur l'enjeu de la formation de nos marins, de la formation aussi des jeunes au métier de la mer. Vous avez tous dans vos circonscriptions ou dans vos départements des lycées maritimes, ou en tout cas des établissements de formation qui sont liés au métier de la mer. Je crois qu'il faut qu'on revalorise, qu'on redonne du souffle et aussi des investissements sur ces métiers de la mer. J'y crois fondamentalement parce que dans l'objectif du plein emploi, eh bien, la mer, la politique maritime doit être un des piliers, ou en tout cas ne doit pas être laissée de côté. Et donc là, dans le budget qui vous sera proposé et qui vous est proposé, on a là aussi une ambition d'augmenter les moyens de formation, notamment de l'École nationale supérieure de la marine, pour continuer à former des marins, parce que si on veut avoir des navires français, il nous faut des marins aussi français avec un modèle social français, et donc c'est la condition, je crois, aussi de notre souveraineté, et c'est la condition à ce qu'on ait eh bien, des métiers de la mer qui continuent d'atterrir, qui seront des métiers très différents de ce qu'on a connu il y a 30-40 ans, mais je crois que c'est des métiers qui peuvent faire rêver, c'est des métiers de haute valeur ajoutée, c'est des métiers d'expertise, et c'est des métiers qui sont territorialisés. Donc voilà ce que je voulais vous dire, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. D'ailleurs, au lancement de la route du Rhum, le 6 novembre prochain, il y aura un stand du secrétariat d'État à la mer qui sera dédié au métier de la mer pour aussi eh bien, donner à voir à nos jeunes et aux familles toute la diversité des métiers qui existent dans ce beau domaine. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais vous dire en introduction, vous dire que j'ai toujours plaisir de vous rencontrer un peu partout sur les territoires quand je vais en déplacement, qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup d'urgences, mais en tout cas, on a la tâche pour essayer de faire de la politique maritime une politique fondamentale de ce gouvernement et de notre pays, et en faisant en sorte qu'elle soit à la fois très locale, qu'elle ait une dimension européenne et surtout qu'à l'international soient reconnues aussi les spécificités et le leadership de la France sur le sujet de la politique maritime. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais donner la parole à Didier Mandelli, le rapporteur, puis après à Philippe Tabarot, qui est rapporteur des crédits chargé du transport maritime. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais revenir au sujet qui nous concerne spécifiquement aujourd'hui. Le Président l'a souligné en introduction, la France va devoir résoudre une équation délicate pour atteindre les objectifs fixés par le Président de la République, hors PPE évidemment, soit accélérer le déploiement des parcs éoliens offshore en atteignant un rythme minimal d'attribution d'appel d'offres de l'ordre de 2 gigas par an. Vous l'avez évoqué, 480 mégas installés à Saint-Nazaire pour le premier. Et cela tout en renforçant la concertation afin d'assurer l'acceptabilité sociale ou l'appropriation des projets qui a pu parfois faire défaut. Je pense par exemple au parc éolien que vous avez cité à Saint-Brieuc, qui a suscité et qui suscite toujours une vive contestation locale. La solution de cette équation résidera dans notre aptitude à organiser dans l'espace et dans le temps l'atteinte des objectifs de déploiement en associant étroitement toutes les parties prenantes. De nombreux acteurs, qu'il s'agisse des industriels, des élus locaux, des associations, des riverains, expriment une forme de lassitude vis-à-vis de la méthode suivie par le gouvernement qui donne l'impression de traiter les appels d'offres les uns après les autres par un coup sans avoir au préalable une vision globale des projets envisagés à l'échelle des différentes façades.
L'article 12 du projet de loi va de fait dans le bon sens en permettant aux documents stratégiques de façade de définir des zones d'implantation pour de futurs appels d'offres. Mais le dispositif proposé suscite certaines interrogations parmi les acteurs que j'ai pu entendre dans le cadre des auditions en prévision de la rédaction du texte qui sera présenté à la Commission mercredi prochain. Cette planification des projets par le document stratégique de façade ne sera que facultative, si j'en crois la lettre de l'article. Elle ne concernera pas tous les appels d'offres et ne permettra que d'identifier des zones potentielles d'implantation. En outre, en attendant la révision des DSF, qui ne devrait pas intervenir avant 2024, nous pourrions perdre du temps pour le lancement des appels d'offres. Je rappelle que l'élaboration du premier cycle des DSF a nécessité près de 6 ans de travail. En outre, le document stratégique de façade vise à planifier l'ensemble des activités liées au littoral et à mer. Il y a donc un risque, soit que l'éolien en mer phagocyte les autres usages dans les débats publics, soit qu'il soit dilué parmi tous les enjeux qui seront abordés. Or, pour atteindre l'objectif de 18 gigas de puissance installée en 2035, qui sera sans doute traduit dans la prochaine loi de programmation sur l'énergie et le climat, nous aurions intérêt à planifier, c'est un mot que vous avez employé, sans attendre, de manière claire et précise, les futurs projets éoliens offshore, de façon globale sur le territoire. Il nous faudra associer étroitement les usagers de la mer, évidemment, le public, les élus locaux, mais aussi disposer d'une approche globale si on veut être en capacité de distribuer les objectifs de développement sur les 4 façades maritimes. Monsieur le ministre, que répondez-vous aux acteurs qui expriment une méfiance vis-à-vis de la capacité pour les DSF à intégrer une planification de l'éolien en mer avec suffisamment de précision et de célérité? Surtout, avez-vous réfléchi à une méthode nationale permettant d'identifier des zones précises d'implantation des projets éoliens en mer avec un calendrier prévisionnel des appels d'offres à horizon de 5 et 10 ans, sachant que nous pourrions, dans ce genre de démarche, intégrer évidemment les évolutions technologiques et je pense notamment à certaines techniques qui permettraient ou technologies qui permettraient de contribuer à l'acceptation. Je pense en particulier aux questions de visibilité en éloignant les parcs. Donc je pense que nous aurions besoin de travailler sur ces questions-là ensemble pour, dans le cadre de la PPE, fixer ces objectifs. Donc cette méthode de planification, elle doit être robuste et elle doit porter ses fruits pour, je le répète, être intégrée dans la prochaine PPE en termes d'objectifs. Donc voilà, je vous pose la question clairement. Avez-vous ou avons-nous ensemble la capacité à travailler au travers de ce texte à l'élaboration d'une stratégie, d'une planification qui permette de prendre en compte l'ensemble des éléments que je viens d'évoquer, les éléments technologiques, aujourd'hui des technologies qui sont matures, qui ne demandent qu'à être déployées, et en intégrant bien sûr la question de l'acceptabilité que je traduis concernant l'éolien en mer par un synonyme de visibilité. Merci. Je donne la parole à Philippe Tabarot. Oui, merci, Président, chers collègues, Monsieur le Ministre. Votre arrivée au secrétariat d'État à la mer coïncide avec la refonte administrative et budgétaire des affaires maritimes qui intègre désormais le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Pourriez-vous tout d'abord nous présenter les grandes lignes du budget des affaires maritimes pour 2023 en dehors de ces ajouts, même si vous avez évoqué quelques points dans votre propos liminaire? Je souhaiterais aborder 2 points relatifs au verdissement du transport maritime. D'abord, s'agissant des navires, avec une flotte de commerce française d'environ 200 navires, on estime à 380 millions d'euros le coût nécessaire à son renouvellement, dont 60 millions pour le seul verdissement. Or, les armateurs disposent de peu de soutien public pour absorber le surcoût. Le plan de relance ne comportait aucun crédit pour l'armement maritime. Quant au plan d'investissement France 2030 et aux 4 milliards d'euros annoncés pour les véhicules du futur, il ne semble pas intégrer à ce jour le transport maritime. J'ai donc 2 questions. D'une part, allez-vous remédier à cet oubli pour conquérir l'objectif fixé par l'Organisation maritime internationale de réduire de 50% d'ici 2050 les émissions de CO2 liées au transport maritime? D'autre part, je souhaiterais faire un point sur la mise en œuvre du suramortissement vert. Depuis son instauration en 2020, ce dispositif n'avait encore jamais pu être mis en œuvre du fait de critères d'éligibilité bien trop restrictifs, que nous avons assouplis d'ailleurs en loi de finances initiale pour 2022. Un an après, voyez-vous déjà les effets de cet assouplissement sur les acquisitions d'équipements verts pour les navires? Je souhaiterais également évoquer le verdissement des ports, auquel le plan de relance avait consacré 175 millions d'euros.
Les documents budgétaires manquent pour le moins de précision s'agissant de la ventilation de ces crédits. Pourriez-vous nous apporter un éclairage sur les opérations financées par cette enveloppe en 2022 et celles prévues en 2023 en donnant des exemples notamment en matière d'infrastructures de report modal? De plus, la pandémie mondiale suivie de l'invasion russe en Ukraine a rappelé l'agilité sans faille que la nation exige de ses ports pour assurer l'approvisionnement de la chaîne logistique malgré un sous-investissement chronique dans les infrastructures d'accès que nous avons ici bien souvent décrié. Monsieur le ministre, à quand un véritable plan d'investissement en faveur du développement des infrastructures de report modal dans nos GPM? Enfin, une dernière petite question plus locale, m'associant aux inquiétudes du maire de Valoris-Golfe-Juan dans les Alpes-Maritimes, je souhaite relayer ici un projet d'extension démesurée d'une ferme aquacole de 25 000 m² à quelques encablures des îles de Lérins et de la baie de Golfe-Juan dans les Alpes-Maritimes que votre directeur de cabinet connaît fort bien. Ce projet questionne fortement car il regroupe 3 concessions éparses en mégastructures équivalentes à 3 stades de football. À l'opposé d'une pêche raisonnée locale et d'une protection des fonds marins, nous sommes plusieurs à être intervenus pour nous inquiéter des risques écologiques de cette surproduction dans une baie relevant du réseau Natura 2000. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Pour répondre à Monsieur le rapporteur, que je salue d'abord, pour la précision de ces questions et puis pour, au fond, avoir dressé le portrait et d'avoir tracé les lignes de ce que doit être notre ambition collective. Et donc, je réponds à son invitation bien volontiers de continuer à travailler ensemble sur définir exactement ce qui est la planification et ce que ça veut dire très concrètement. C'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que je suis ici devant vous, c'est pour ça qu'on a vu le président aussi, il y a de ça plus d'un mois pour évoquer ces sujets, et que partout où je me déplace sur les territoires, on échange, on travaille sur la définition de cette planification. Vous l'avez dit, le texte de loi permet de mutualiser au fond les débats publics de façade, et vous avez pointé 2 risques. Le premier, c'est celui qu'au fond, on ne parle que d'éolien en mer dans les documents de façade, ou qu'on le banalise et qu'on n'en parle pas suffisamment. Je pense que là, il en revient à l'intelligence collective, ou en tout cas à la capacité de discernement des uns et des autres, de faire en sorte qu'il soit au fond, discuter au bon niveau, dans le bon équilibre. Il y a des territoires dans le document stratégique de façade où ce sera le cœur, en tout cas l'un des enjeux prioritaires, parce qu'il y aura un déploiement, un développement qui sera important. Et puis peut-être que dans d'autres, et ce sera à voir avec tous les acteurs, ce sera pas marginal du tout, mais ce sera pas forcément le sujet numéro 1, parce qu'il y en a d'autres qui arriveront avant. En tout cas, nous, ce que l'on souhaite, c'est que comme vous l'avez dit, on ne travaille pas par à-coup, au fond, par projet, sans avoir une définition globale. Et donc notre ambition, c'est que notamment dans le cadre, comme je l'ai dit tout à l'heure, du CNML, du Conseil national de la mer et du littoral, on arrive à définir d'ici 2023, juin 2023, ou en tout cas mi-2023, cette stratégie nationale de la mer et du littoral, qui prend justement en compte tous les enjeux économiques, environnementaux, paysagers, territoriaux, énergétiques. Donc on va avoir, et j'ai envoyé les courriers pour que les présidents des différentes assemblées installent les personnalités qualifiées qui participent au SNML, et donc on va pouvoir travailler très rapidement sur un enjeu. Ensuite, il y aura la PPE. Cette PPE, elle va devoir définir l'enveloppe globale, et ensuite on aura à la définir ensemble. Et je ne sais pas vous dire si ce sera pour l'Atlantique en janvier ou si ce sera pour la Méditerranée en mars, parce que tout ça, on le fera ensemble avec tous les élus, notamment régionaux, départementaux et locaux. On aura à la déployer par façade maritime, en le faisant en ayant à l'esprit 2 choses. C'est que, en effet, il faut qu'on ait de l'ambition aussi technologique, et donc il ne faut pas écarter d'ores et déjà telle ou telle technologie, et donc il faut qu'on avance en parallèle, et c'est pour ça qu'il y a des projets pilotes qui sont faits en Méditerranée sur telle ou telle technologie. C'est pour ça qu'on continue à soutenir aussi des innovations technologiques un peu partout sur le territoire. Et donc, pour répondre à votre question, c'est en mi-2023 qu'on aura un tableau plus précis, parce qu'on aura fait cette concertation avec le CNML, avec les élus régionaux et locaux, et qu'on pourra déterminer, au fond, par façade maritime, quelle est l'ambition que l'on se donne. Et ensuite, c'est là où vient aussi cette question de la planification. Il faut là prendre le temps
avec les pêcheurs, avec tous ceux qui participent, avec aussi le ministère de la Défense, parce qu'il y a parfois des zones de défense, qu'on prenne le temps de déployer et de regarder très précisément comment ça va se déployer. Avec un enjeu aussi là parfois de confusion, c'est que parfois la concertation n'est pas exactement le même temps que celui de la communication. Et parfois, c'est vrai qu'on lance des exercices de concertation et au fond, nos concitoyens, ils ont l'impression que le projet est déjà lancé, que tout est déjà figé, alors que ce n'est pas le cas. Là, on donne la possibilité à une entreprise de pouvoir participer à l'appel d'offres où là, on se lance dans la phase des études environnementales et d'impact écologique. Et donc, pour répondre aussi à une de vos questions qui était sous-jacente, c'était qu'il y a aussi un enjeu sur le cahier des charges. Au fond, vous l'évoquiez, l'acceptabilité de ces projets-là, il tient aussi à l'alignement des éoliennes. Typiquement, au lieu d'avoir 15 éoliennes sur 3 lignes, on peut avoir 3 éoliennes sur 15 lignes. Je dis ça, je ne sais pas ce qui sera dans le cahier des charges, mais vous voyez, c'est tout le travail qu'on essaie de faire à Belle-Île, qui a été fait avec les élus locaux. C'est ce qu'on discute aussi au large de l'Orient. Donc le cahier des charges sur le positionnement des éoliennes, sur la distance bien évidemment, et sur au fond l'emplacement de ces installations est un enjeu aussi important, parce que ça a un impact sur la visibilité et sur du coup l'acceptation. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de faire, et comme je vous le disais, le point de chute doit être mi-2023. Au fond, c'est en cohérence avec la PPE que vous aurez à discuter ici au Parlement. Je crois avoir répondu sur le sujet. Sur les autres points évoqués par monsieur le sénateur, sur les grandes lignes du budget 2023. Alors vous savez, c'est un budget de 240 millions d'euros. C'est un budget qui est à l'étal. L'année dernière, il y avait une augmentation de 23 millions d'euros, donc on reste dans ces mêmes proportions. C'est un budget qui est satisfaisant, en tout cas qui me satisfait, parce que ça permet de monter en puissance sur un certain nombre de sujets prioritaires, comme celui de la formation des marins. Et donc, dans ce budget, il y a 77 millions d'euros pour la présence et l'intervention de l'État en mer. C'est notamment avec la question du fonds d'intervention maritime qui permet d'aller accompagner des projets innovants partout sur les territoires. Et on aura à faire là aussi la publicité de son fonds d'intervention maritime dans les prochains jours. C'est 35 millions d'euros pour les gens de mer, notamment pour l'École nationale supérieure de la marine. C'est 86 millions d'euros, et vous l'avez évoqué, pour la flotte de commerce, avec le dispositif que vous connaissez bien de NetWage. Et au fond, ces 86 millions d'euros, c'est notre stratégie à la fois d'accompagnement d'une flotte de commerce française, et puis c'est notre accompagnement sur la décarbonation et sur le verdissement de notre flotte de commerce française, parce que c'est un enjeu de société, puis c'est un enjeu aussi d'efficacité économique. Et puis c'est 50 millions d'euros pour le budget pêche, notamment sur le contrôle. C'est aussi l'enjeu et je sais que vous êtes attentif, Monsieur le Président, sur l'enjeu d'avoir un plan sur la capture des cétacés dans le golfe de Gascogne. Donc voilà un peu la structuration de ce budget 2023 de mon ministère. En répondant à votre question sur le dispositif de suramortissement, c'était ça. On a des retours qui sont plutôt positifs. Donc en tout cas, il n'y a pas de vocation ici à l'éteindre, ou en tout cas à le diminuer dans son ambition. Pourquoi on le fait? Vous avez vu qu'il y a des débats actuellement sur la question des profits, ou en tout cas de la taxation ou non d'un certain nombre d'entreprises. Moi, j'invite toujours nos concitoyens à regarder pas simplement la photo, mais le film. On a la chance d'avoir des entreprises qui sont, au fond, à la pointe sur ces sujets de la flotte de commerce, sur des entreprises qui nous permettent aussi d'avoir une forme de souveraineté économique dans le domaine. Et donc, il faut qu'on continue à les accompagner, à les appuyer. Il faut qu'on ait des exigences environnementales, sociales, et c'est ce qu'on porte dans aussi ce budget-là. Et donc, sur les dispositifs qui ont fait leurs preuves et qui permettent, au fond, d'accompagner notre flotte de commerce, on continuera de le faire et de le porter dans les prochains budgets, s'ils sont votés, bien évidemment, par vos assemblées. Sur les autres sujets, Monsieur le Sénateur, sur les ports, vous me demandiez des exemples de projets d'accompagnement de la décarbonation
aussi de nos ports. Je vais vous donner deux exemples. C'est bien évidemment des branchements électriques à quai que nous avons financés. C'est le cas notamment à Marseille. C'est des solutions de décarbonation industrielle innovantes comme le captage de CO2, d'électrolyseurs, H2 comme à Dunkerque, à Ropaport. Et donc, au fond, on est dans une position où il y a des idées, des innovations qui sont portées par les ports, et on les accompagne et on les finance en faisant ça dans le cadre d'une stratégie nationale pour éviter parfois comment dirais-je, des redondances ou pour le faire de manière la plus efficace possible. Donc on va continuer à le faire et dans le cadre de, vous l'avez évoqué, dans le cadre de France Relance, on continuera de le faire à hauteur de 175 millions d'euros et ce n'est pas les projets qui manquent sur le sujet de la décarbonation et l'innovation des ports. Et puis dernier sujet sur... vous l'avez évoqué sur France 2030, si je ne m'abuse. Vous avez raison, la dimension maritime et notamment la dimension du navire zéro émission était absente de France 2030. Et donc, ce qu'on essaie de porter avec Bruno Bonnell actuellement, et c'était la demande aussi de la Première ministre, c'est justement d'avoir cette dimension navire zéro émission et cette dimension décarbonation des navires dans France 2030. Et donc, on a réuni, il y a cela 2 semaines, un comité de pilotage France 2030, justement sur le sujet de la mer, pour porter l'ambition beaucoup plus forte de maritimiser France 2030. Et donc, aux Assises de la mer à Lille, j'aurai l'occasion de développer un peu l'ambition qui est la nôtre pour continuer à accélérer la décarbonation du secteur. Il y aura des contributions qui seront faites, nous l'espérons, par les acteurs du secteur. Mais en tout cas, j'ai commencé avec la pêche, c'est 6 millions d'euros. Il faudra le faire sur le transport maritime. Il faudra une ambition très forte, parce que c'est une ambition industrielle, entrepreneuriale, territoriale. Et donc, si on peut se fixer un objectif de monter au moins de 200 millions d'euros sur cet objectif de décarbonation du transport maritime, ce serait, je crois, un bel objectif qui montrerait que la mer est au même niveau que les autres secteurs. Merci, Monsieur le Ministre. Je ferai une réponse écrite très précise sur la pisciculture. D'ores et déjà... Non, je ferai une réponse écrite. Comme ça, ce sera le plus clair possible pour vous et pour aussi les concitoyens. Ouais. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais donner la parole à Monsieur... Je vais donner la parole aux 5 premiers demandes et après vous répondrez à Monsieur Demilly. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre, et heureux de vous retrouver au Sénat et félicitations pour votre nomination au gouvernement. Je voudrais vous parler de l'objectif d'atteindre une 50aine de parcs d'ici 2050. Le Président a inauguré le premier parc éolien en mer français le 22 septembre dernier à Saint-Nazaire. 80 mâts blancs à 15 km des côtes avec des pales d'une envergure d'un Airbus A380, soit près de 80 mètres. Ce n'est pas rien et ça nécessite bien entendu des concertations soutenues. Les projets des parcs n'étant pas toujours bien reçus, c'est un doux euphémisme de le dire. C'est par exemple le cas à Saint-Brieuc, dont il m'a été dit que vous aviez jugé ce parc ni fait ni à refaire. En tout cas, ça avait été le titre d'un article de presse. C'est le cas aussi à Dieppe-le-Tréport, près de chez moi, où le projet de construction d'un parc rencontre l'opposition des pêcheurs et des habitants depuis des années. Alors les habitants, on va pas en parler, puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec Chantal Joanneau dans le cadre de la CNDP. Je voudrais vous parler des pêcheurs et de l'impact sur les fonds marins. Le 20 octobre dernier, ou plutôt l'année dernière, en 2021, notre commission recevait le passionné et passionnant François Sarano, océanographe et ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau. Selon lui, l'ancrage d'une éolienne provoque automatiquement une destruction du milieu marin. Les espèces vivant en eau profonde sont affectées par les nuages de sédiments et n'ont plus accès à leurs ressources. C'est d'ailleurs bien sûr un argument des opposants à ces projets. Alors, Monsieur le Ministre, depuis votre prise de fonction il y a 3 mois, et ma question rejoint celle finalement du président de la Commission, avez-vous eu le temps de vous faire une conviction fondée sur ce sujet, qui est bien sûr essentiel quant à l'acceptabilité des éoliennes en mer, et avez-vous également des réponses sur cette notion de résilience des fonds marins suite à l'implantation de ces éoliennes? Merci. Merci, cher collègue. Monsieur Houllegatte.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous rappelle, mais vous le savez déjà, que la Normandie et les Normands sont un peuple aussi de marins, pas uniquement des terriens. Donc, je renouvelle votre invitation à vous déplacer, plus particulièrement à Cherbourg. Je voudrais vous poser une question sur le partage de la valeur, notamment en zone économique exclusive, puisque l'exploitation des ressources naturelles en ZEE, elle découle de la Convention de Montego Bay. La fiscalité liée à cette exploitation est à la discrétion de l'État côtier. En revanche, la Convention ne transfère des droits souverains que pour l'État, ce qui semblerait, je parle au conditionnel, exclure les collectivités territoriales du bénéfice de cette fiscalité. Donc avez-vous déjà engagé une réflexion à la fois sur le niveau de tarification et puis éventuellement sur l'affectation de cette recette, sachant qu'il y a déjà des besoins qui ont été identifiés. Ces besoins, c'est bien évidemment la protection de la biodiversité marine et l'approfondissement des connaissances des milieux et des mesures de protection qu'il faudra adopter, sur bien évidemment la sécurité et la sûreté maritime, sur la nécessaire éco-transformation de la filière pêche qui va elle aussi être impactée par la réduction donc de cette zone d'usage, et puis éventuellement sur le développement de co-usages qui pourraient justement coexister avec ces éoliennes. Donc avez-vous déjà donc une réflexion et quid des retombées sur les collectivités locales, en espérant que cette fiscalité ne vienne pas abonder de façon générale le budget de l'État et ne puisse pas servir justement aux besoins qui sont identifiés. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je salue votre nomination à ce beau ministère de la mer, dont les enjeux pour notre pays, deuxième zone économique exclusive, sont importants. Moi, je voudrais aborder aussi les enjeux autour de la biodiversité que vous avez évoqués, à la veille d'ailleurs de la COP 15 biodiversité. Je ne sais pas si vous avez prévu de vous y rendre. En tout cas, quelle est la feuille de route du ministère de la mer sur les sujets de biodiversité? Et donc, sur développement des énergies renouvelables et biodiversité, les projets éoliens offshore suscitent de vives inquiétudes pour la biodiversité marine et aviaire. Ces inquiétudes sont alimentées, comme ça vient d'être dit, par le fait qu'on manque de connaissances précises sur les incidences environnementales de ces parcs. Donc, quelles sont déjà les études réalisées sur le sujet? Pouvez-vous, à ce jour, rassurer les acteurs qui s'inquiètent de l'impact de ces projets? Et est-ce qu'à ce stade, il est envisagé d'exclure certaines zones sensibles des projets de futurs parcs? Et quelles pistes sont envisagées par le gouvernement afin d'améliorer l'information du public dans les zones d'implantation? Enfin, puisque vous avez abordé aussi le sujet de la pêche, qui, à proprement parler, ne dépend pas de notre commission, mais moi, je voudrais l'évoquer dans le lien avec la biodiversité, le sujet de la pêche saine démersale, qui suscite de vives inquiétudes auprès des pêcheurs français, puisque c'est une pêche extrêmement destructrice, vous le savez, avec le déploiement de filets sur plusieurs kilomètres. Et donc les pêcheurs français qui s'inquiètent de cette technique sur les menaces par rapport à la biodiversité marine expriment une incompréhension par rapport à la position de l'État français sur cette pêche qui est pratiquée par des Hollandais. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet-là? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Bonnefoy, puis après Madame Préville, et puis après au ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'avais deux questions. La première concerne la pêche démersale. Elle vient de vous être posée. Pourquoi avoir défendu au niveau européen cette pêche industrielle contre une pêche respectueuse des biotopes marins? Donc, comment justifier cette pêche climaticide au détriment de nos pêcheurs et de leurs familles? Donc, je vous pose cette question comme mon collègue. Et la deuxième question concerne plusieurs ONG qui s'inquiètent d'un projet mené par Total Energy sur les côtes d'Afrique du Sud visant à exploiter des gisements de gaz et de pétrole. Est-ce que le gouvernement français est au courant de ce projet? L'État français peut-il laisser faire un écocide de ce type alors que l'Agence internationale de l'énergie s'est prononcée en 2021 pour l'arrêt immédiat de tout nouvel investissement dans les énergies fossiles afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050? Voilà, c'était ma deuxième question. Merci, Mme Préville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, donc je reprendrai des choses qui ont déjà été évoquées, notamment sur la difficile résolution de l'équation des divers usages
que l'on peut faire de l'océan et des mers, c'est-à-dire nous sommes la première destination touristique au monde, donc le tourisme, la pêche, comme vous l'avez rappelé, et puis l'obligation de préserver absolument le vivant dans les océans, puisque le puits de carbone, alors là on y est directement intéressé, le puits de carbone est lié à la présence du vivant dans les océans et que des boucles de rétroaction sont en train de se mettre en place à cause du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité et donc de la perte de fixation du carbone dans ces puits de carbone que sont les océans et les mers. Et je souhaiterais vous interroger, donc déjà comment résoudre cette équation difficile, donc faire des priorités, mais également sur comment vous envisagez, parce qu'on a beaucoup parlé d'éolien en mer, mais l'énergie mécanique des océans est due aussi aux mouvements qui sont créés, qui s'appellent les marées, par la Lune, et une production d'électricité possible en se servant de cette énergie mécanique pour produire de l'électricité. Comment vous regardez les projets qui ont déjà eu lieu dans d'autres pays, puisque nous, à part l'usine marémotrice de la Rance, qui date déjà maintenant d'il y a quelques 60 ans, les technologies ont beaucoup évolué. Il y a des projets en Écosse qui se sont développés. Comment vous les regardez et est-ce qu'il y a déjà de prévu de futurs développements de cette énergie-là en France? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup pour la diversité des questions et leur qualité. Sur le premier sujet, sur la question des retours au fond et de l'impact que ça a sur la biodiversité. Déjà, on vous dire que dans le projet de loi qui vous est présenté, qui vous sera présenté, il n'y a rien qui met en cause et qui ne remet en question notre volonté, et je crois qu'il est partagé ici, de regarder avec beaucoup d'attention, voire même de renforcer la préservation de cette biodiversité. Et donc, il y a toute une série d'études, d'obligations qui doivent et qui seront mises en œuvre dans le cadre de tout projet éolien en mer. C'était le cas avant, ça continuera d'être le cas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, par exemple, le parc au large de l'Oléron n'est pas dans le parc naturel marin, et qu'on continuera à, bien évidemment, faire de la biodiversité, de la préservation de la biodiversité, le pilier de notre stratégie aussi, que ce soit à terre ou en mer. Ensuite, vous avez évoqué une expression que j'ai utilisée, qui est une expression que mon grand-père utilisait, ni fait ni à refaire. Ça veut dire, en fait, quand mon grand-père disait ça, ça voulait dire c'est quelque chose qui n'a pas été fait dans les règles de l'art, ou en tout cas qu'on aurait pu mieux faire. Et donc, je continue de le dire, quand on regarde la manière dont ça s'est fait, et puis la lenteur avec laquelle ça s'est fait, qu'on a des leçons à tirer de tout ça. Et donc, pour répondre à votre question, cher sénateur, c'est que quand on regarde l'impact de ces projets qui ont été faits un peu partout, au Danemark, en Angleterre, mais aussi là à Saint-Nazaire, rien ne nous permet de dire que l'on ne peut pas continuer à développer des projets éoliens en mer, puisque, au fond, ça permet de répondre à la question de la transition énergétique, du développement des énergies marines renouvelables, et que la biodiversité y est préservée. Même parfois, on assiste à un certain nombre de choses assez intéressantes avec la fixation autour des piliers d'une biodiversité qui est retrouvée. Par contre, nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'on sait que chaque situation est différente, c'est de regarder ça de manière attentive sur le long terme. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la science et l'innovation au cœur de tout ce que l'on doit faire. Et c'est pour ça qu'on a lancé un observatoire de l'éolien en mer, 50 millions d'euros, justement pour continuer à avoir ces études et pour être en capacité de rectifier quand il y a rectifié. Mais soyez bien assurés que développement des énergies renouvelables va de pair avec protection de la biodiversité. On continuera à avoir cette éthique-là, cette méthodologie-là. Et par exemple, même quand un parc n'est pas dans un parc naturel marin, ce qui est le cas par exemple à Oléron, il doit y avoir un avis de l'Office français de la biodiversité. Il y aura des avis environnementaux. Il y aura encore un regard très précis et des réponses qui devront être apportées par les porteurs de projets, et les autorités environnementales seront au cœur de la prise de décision. Donc on continuera à le faire. Quand on regarde l'exemple européen, eh bien, on voit que les deux peuvent aller de pair, mais on est très attentif à tous ces sujets-là, donc on continuera de le faire. Sur la question, j'ai répondu, je crois, sur le sujet. Sur la question de la taxation fiscale, d'abord, je prends bonne note de votre
votre invitation et je viendrai en Normandie avec grand plaisir dès que c'est possible. Sur la question de la fiscalité, vous avez raison. Pour l'instant, la fiscalité avant la ZEE, c'est 50% pour les communes, 35% pour les pêcheurs, 10% pour le FB et puis 5% notamment pour la SNSM. Quand on arrive en ZEE, c'est une fiscalité qui, pour l'instant, irait exclusivement au budget d'État. Alors, déjà, je tiens à dire quelque chose quand même, parce que le budget de l'État, ça ne veut pas dire l'État. Le budget de l'État, ensuite, peut servir à financer des politiques de pêche, peut servir à financer des collectivités locales, peut servir à financer un certain nombre de projets. Donc, il ne faut pas voir ça, le budget de l'État, comme un trou noir. Loin de là. C'est quelque chose qui permet justement parfois d'équilibrer entre une région qui a plus ou qui a moins. Et je crois beaucoup moins à la péréquation, je crois beaucoup à la redistribution. Et donc, il ne faut pas l'écarter comme ça, par définition, parce que ce serait dans le budget de l'État. Par contre, la question que vous posez, elle est légitime. Et donc, les réflexions avancent. J'ai bien pris note de toutes les demandes, notamment des présidents de région. Ce qui est sûr, c'est que quand on va en ZEE, il y a des sujets technologiques, techniques qui se portent, donc c'est plus coûteux, et donc il faut qu'on regarde ça de manière à la fois très sereine, mais aussi avec beaucoup de précautions, parce qu'il y a des coûts qu'on ne connaît pas encore tout de suite, et donc avant de réfléchir à la répartition de la fiscalité, regardons quels seront les impacts, les coûts que ces projets auront, mais en tout cas, ça fait partie des discussions que l'on a sur, bien évidemment, faire en sorte que la fiscalité de ces projets-là en ZEE puisse bénéficier au maximum de personnes. Et donc, on aura à le discuter, je crois, dans les prochains mois pour regarder comment tout ça se répartit. Sur notre ambition pour la biodiversité, monsieur le sénateur, vous avez raison de l'évoquer. Cette année a été une année particulièrement riche en événements internationaux et aussi nationaux sur les enjeux de biodiversité marine. Vous savez qu'il y a eu le One Ocean Summit à Brest, où le président de la République a réaffirmé au fond l'océan comme une des priorités, notamment pour faire face au changement climatique. Et le président se rendra à la COP 27 climat à Sharm el-Sheikh, et puis un certain nombre de ministres iront aussi. A priori, j'irai aussi, mais il faut qu'on fasse ça avec tous les différents ministres. Donc, je ne peux pas encore totalement confirmer, mais en tout cas, il y aura une représentation du président de la République et des ministres à haut niveau. Et puis il y aura ensuite la COP 15 à Montréal au Canada sur les enjeux aussi, là aussi, de biodiversité. Et donc, il y a eu, vous savez, le sommet des Nations Unies aussi des océans à Lisbonne, où le président de la République a réaffirmé son ambition sur notamment les aires marines protégées. En France, on veut et on continuera à tenir cet objectif de 30% d'aires marines protégées, notamment d'aires marines protégées partout sur le territoire, avec 10% en zone de protection forte et notamment 5% en zone de protection forte en Méditerranée. Et donc là, le travail est engagé avec l'OFB, avec le ministère de la Transition écologique, avec tous ceux qui aussi financent ces parcs pour tenir cet objectif qu'on a déjà tenu d'ailleurs sur les aires marines protégées de 30%, mais pour aller plus loin sur les zones de protection forte. Nous, on a un modèle d'aires marines protégées où on met la conservation au cœur de ce modèle-là, où on n'empêche pas parfois un certain nombre d'activités. Et donc, on a au fond une cohabitation des usages. Ça se passe très bien, par exemple, dans le parc naturel de la mer d'Iroise, parc national, pardon, parc marin d'Iroise, parc national des Calanques, parc du golfe du Lion. Donc, on a des modèles d'aires marines protégées différentes en France, mais je crois qu'ils sont regardés avec beaucoup d'attention par un certain nombre de pays partenaires. Ensuite, on a une ambition aussi à l'international. J'étais à New York en août pour la négociation du traité BBNJ. C'est au fond la biodiversité en haute mer. La haute mer, c'est 65% des océans. C'est un espace qui n'est pas régulé. Et donc, la France, et j'étais le seul ministre des pays représentés, on a porté vraiment une ambition à 3 niveaux. La première, c'est de pouvoir créer des aires marines protégées en haute mer, puisque pour l'instant, c'est un espace, au fond, qui est laissé à la main de pays, en tout cas d'entreprises qui sont peu regardantes de l'environnement et de l'impact sur la biodiversité, et de dire il nous faut créer des aires marines protégées et surtout avoir les modalités de pouvoir les contrôler et de pouvoir vérifier qu'elles soient effectives, en mettant au cœur non pas la gestion simplement, mais la conservation. C'est-à-dire qu'on doit préserver la biodiversité marine. Ensuite, il y avait un deuxième aspect et qui tenait beaucoup à cœur aux pays en développement, c'était au fond le partage des ressources génétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais demain en haute mer on trouve une molécule
qui permet des avancées médicales, des avancées pour la recherche scientifique, ça ne peut pas être la loi du premier arrivé, premier servi, et donc que ça doit être reconnu comme un bien commun de l'humanité et que donc l'océan appartient à tout le monde et donc qu'il ne peut pas y avoir d'appropriation par tel ou tel pays. Et puis le troisième aspect sur lequel la France a beaucoup porté et sur lequel on a beaucoup avancé, c'est aussi pour avoir un mécanisme d'études environnementales très précises et le plus pointilleux possible pour toute activité en haute mer. C'est pas facile parce qu'on part de très loin, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas du tout sur cette position-là, mais de dire qu'il faut constamment vérifier l'impact environnemental de nos activités, c'est un élément pour nous qui est important, indispensable pour préserver ce bien commun et pour faire en sorte que la haute mer ne devienne pas un espace qui est au fond sous l'empire de la dérégulation. Donc voilà sur les aires marines protégées notre ambition et on le fait dans le cadre de la stratégie nationale de la biodiversité et on le fait en lien avec le ministère de la Transition écologique pour préserver nos littoraux et pour préserver les océans, notamment aussi dans les outre-mer. Sur l'enjeu de la Seine, ça me permet de revenir sur ce point. D'abord, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France qui a porté quoi que ce soit sur le sujet. C'était un amendement qui était porté par une parlementaire européenne et c'est le Parlement européen qui, dans le cadre du trilogue, c'est-à-dire la réunion entre le Conseil, la Commission et le Parlement, c'est le Parlement qui l'a abandonné. Pourquoi ? Puisque cet amendement visait non pas à interdire la Seine danoise, mais visait à interdire l'utilisation de la Seine danoise uniquement pour les bateaux néerlandais et belge, ce qui remettait en cause les fondamentaux de la politique de pêche commune, puisqu'on a un accès, on a la question de la libre accès aux eaux, notamment de tous les pays européens, et donc si cet amendement prospérait, l'Europe dans son ensemble a considéré que ça remettait totalement en cause les fondamentaux de la politique européenne des pêches communes, et donc qu'il ne pouvait pas passer. Ce qui ne veut pas dire que la France, et c'est même je vais vous dire, c'est même plutôt l'inverse, ne veut pas de régulation de cet enjeu de la Seine. D'ailleurs, on l'a fait pour la Nouvelle-Aquitaine, mais au niveau régional, entre les pêcheurs. On l'a fait aussi en Bretagne, où la Seine danoise n'est pas autorisée dans l'espace. Et donc, nous, ce que l'on porte, et c'est une discussion qui porte depuis 2009, cette question de la régulation de la Seine danoise, c'est qu'elle se fait dans le cadre des comités régionaux de pêche, et c'est dans ce cadre-là que ça va se faire. Depuis 2009, la discussion est sur la table. Moi, j'ai demandé au service de l'État, en lien avec les pêcheurs, de relancer cette discussion-là pour aboutir à une négociation et surtout pour aboutir à des actions très concrètes. Et donc, la France, en lien avec l'Europe, porte pour cette régulation de la Seine danoise, parce que, comme vous l'avez très bien dit, ça devient un sujet quand on le voit que dans cette partie de la Manche, il y a les impacts du Brexit qui sont encore là, il y a une multiplication des navires, et donc il faut que l'on avance, mais il faut qu'on avance en le faisant dans le bon cadre. Et si on n'avait pas eu cet accord en 2022 sur ce texte-là, ça aurait abouti à quoi ? Pas d'accord, libéralisation totale des eaux au 1er janvier 2023. Et ça, je crois qu'aucun pays européen ne le souhaitait, et donc c'est pour ça que le Parlement européen lui-même a abandonné cet amendement. Donc nous, on va continuer de défendre la pêche artisanale. On fait tout pour qu'il y ait une libéralisation, qu'il n'y ait pas de libéralisation, de nos eaux. C'est pour ça qu'un certain nombre de pays n'ont pas porté cet amendement-là. Et on va continuer à défendre la pêche artisanale. C'est pour ça qu'on a notamment mis en œuvre les aides carburants. Les aides carburants bénéficient d'abord aux pêcheurs artisanaux. C'est pour ça qu'on lance la décarbonation de nos navires, qui bénéficie d'abord à nos pêcheurs artisanaux. C'est pour ça qu'on se bat pour la gestion pluriannuelle des quotas, qui bénéficient d'abord aussi aux pêcheurs pour qu'ils aient de la visibilité et de la prévisibilité dans leur aussi action d'investissement. Donc, vous voyez, nous, on est dans une stratégie où, que ce soit de la Corse, de la Méditerranée, du golfe de Gascogne en passant par la Manche, on défend une pêche artisanale en lien avec les territoires, en lien avec des outils de transformation qui sont territorialisés, qui sont localisés. Et c'est pour ça qu'on a tout fait pendant la crise du Covid, qu'on a tout fait pendant la crise du Brexit pour soutenir les licences de pêche pour nos pêcheurs artisanaux et qu'on continuera à le faire en termes d'investissement et en termes de moyens. Et sur votre dernière question, Madame, sur les projets, au fond, hydroliens,
Alors, il y a l'usine marémotrice qui est en Bretagne, qui fonctionne bien, qui fait l'objet de lourds investissements, parce que en termes de maintenance, c'est quelque chose qui est important. J'ai d'ailleurs visité cette usine marémotrice qui avait été inaugurée par le général de Gaulle il y a fort longtemps. Et donc, on va continuer à financer tous les projets innovants qui permettront de répondre à ce triple enjeu, réduire notre dépendance aux énergies fossiles, accélérer le développement des énergies renouvelables et, autant que se faire le peut, le faire en mer. Et donc, c'est un appel à l'innovation, à tous les projets qui existent. On le fait avec l'ADEME, on le fait en lien avec les institutions publiques et on continuera de le faire partout sur toutes les technologies. Mais c'est vrai que ça prend un peu de temps et on sait que le temps pour lutter contre le changement climatique manque. Et donc c'est pour ça qu'on va aussi sur des technologies qui sont éprouvées comme l'éolien posé ou l'éolien flottant quand c'est possible. Et sur le projet d'Afrique du Sud, parce que vous avez raison, c'est pas un projet porté du tout par l'État, c'est un projet qui est porté par une entreprise privée. On va regarder ça de manière très précise. Après, il y a un pays qui est souverain, qui s'appelle l'Afrique du Sud. C'est à lui d'abord de répondre sur ces enjeux de protection de la biodiversité. Mais croyez bien que nous, tous les projets soutenus par la France doivent et seront des projets, notamment dans le cadre des projets de l'Agence française de développement, des projets qui sont à destination de pays en développement et émergence, sont des projets qui doivent répondre à notre ambition commune pour la préservation des océans. Donc, je n'ai pas d'infos sur ce projet qui est un projet privé. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la France ne soutient pas des projets à l'international qui vise à mettre à mal la biodiversité marine. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Gillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, on a bien entendu votre ambition concernant la stratégie nationale des mers et des littoraux, mais j'ai du mal à concevoir et à voir quelle sera la position et le rôle du Conseil national de la mer et des littoraux concernant justement cette stratégie. On a même le sentiment qu'il pourrait y avoir une forme de confusion au niveau des objectifs et des travaux entre le CNML et en même temps l'élaboration de la stratégie nationale. Donc si vous pouviez nous clarifier la place du CNML par rapport à justement cette ambition. Et puis puisqu'on parle du CNML, sa présidente aujourd'hui a travaillé sur un amendement donc au niveau du PLF pour la création donc d'un fonds d'érosion côtière, qui est un sujet qui est relativement important, vous le savez, par rapport aux obligations d'un certain nombre de communes sur ce sujet-là. J'aimerais connaître votre position concernant cette initiative parlementaire. Y êtes-vous favorable, puisqu'elle est soutenue par un nombre relativement important de parlementaires et ce fonds serait créé à partir d'une taxation complémentaire sur les droits de mutation pour venir alimenter, donc pour venir justement l'alimenter. Concernant un autre sujet sur la stratégie portuaire, on a quand même du mal aujourd'hui à visualiser, en termes de programme pluriannuel d'investissement, les objectifs et les réalisations sur l'intermodalité. Vous nous affichez effectivement des intentions, des volumes financiers, mais factuellement aujourd'hui, on a des difficultés véritablement à évaluer les efforts qui sont faits dans ce domaine. C'est un sujet qui est absolument essentiel aujourd'hui pour améliorer la performance des ports maritimes, et pas uniquement, même également des ports fluviaux. Et donc, si vous pouvez m'apporter également quelques éclairages sur le sujet. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Bigot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Frédéric, personne ne conteste aujourd'hui la nécessité du mix énergétique et l'éolien offshore fait partie de ces nécessités, d'autant plus que c'est une technologie qui est techniquement au point. Et puis en plus, la France a une façade maritime extrêmement importante qu'il faut donc exploiter, comme on voit d'autres pays l'ont fait, comme le Danemark notamment. Vous nous avez dit que vous avez fait le choix de maintenir l'activité halieutique tout pendant la durée des travaux. Vous savez que le costard marocain que vous êtes le sait sans doute, le sait sûrement. Beaucoup de questions se posent, notamment au niveau des producteurs et des professionnels. Les producteurs de coquilles Saint-Jacques, par exemple, se demandent si la biodiversité ne va pas être altérée
et que la ressource s'épuise au bout d'un certain temps. Je crois que là-dessus, la science pourra nous apporter des réponses, mais quelles sont les réponses que vous leur faites, vous? Parce que l'inquiétude est réelle et il faut que nous, les consommateurs, on puisse également leur répondre. Et puis, sur les questions environnementales, vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité de travailler en amont avec les populations, notamment sur les façades maritimes. On a vu que pour Saint-Nazaire, il y avait eu quelques hésitations. Au large de Quiberon et sur l'île Dieu, c'est un peu la même chose. Donc, le travail en amont de concertation avec la population va être extrêmement important, notamment pour les questions environnementales. Je voudrais vous interroger sur une deuxième question, sur l'usine marémotrice de la Rance et la capacité de production de ce type d'installation. Comme vous le savez, les marées ne sont pas toujours égales. Il y a des fortes amplitudes, des moins fortes amplitudes, donc la production d'électricité n'est pas la même en fonction des marées. C'est un modèle économique qui a été installé en 1966 au temps des 30 Glorieuses, où il fallait l'indépendance de la France, personne ne le conteste. Mais aujourd'hui, le bilan économique, vous le connaissez, Monsieur le Ministre, ce modèle n'a pas été dupliqué. Il avait été envisagé notamment de le dupliquer dans la baie du Mont-Saint-Michel ou ailleurs. Ça n'a pas été fait, tout simplement parce que ça n'est pas rentable, de mon point de vue. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Marchand. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais profiter de votre présence parmi nous et vous remercier pour tous les éclairages que vous nous apportez pour évoquer la situation de l'outre-mer et relayer les préoccupations de nos collègues ultramarins et de la population ultramarine quant au potentiel économique de la pêche et de l'aquaculture ultramarine qui reste aujourd'hui à développer. Un rapport, une étude a été publiée par France Agrimer en 2019 et faisait état de nombre de difficultés, et notamment le retard pris dans la modernisation des flottes de pêche. Or, on voit bien, et nous sommes certains à avoir pu nous déplacer sur ces territoires, que des opportunités de diversification sont identifiées, existent. Et donc, si vous pouvez nous apporter quelques éléments que nous pourrions partager avec nos collègues sur votre feuille de route, s'agissant spécifiquement de cette question de l'outre-mer. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Genet. Bien, Monsieur le Ministre, peut-être un très léger bémol sur le concert de louanges qui vous a été adressé, puisque nous ne nous sommes pas encore rencontrés dans mon département, et je le regrette vivement. Je suis sénateur de Saône-et-Loire, et je voudrais tout de même vous rappeler qu'au Jurassique supérieur, la mer recouvrait la totalité de la Bourgogne, y compris le Morvan, le Beaujolais et même le Charolais, dont je suis l'élu. Donc, ça doit vous donner quand même une certaine légitimité à venir nous voir, sans parler des ports de plaisance sur la Saône et sur le canal du Centre, qui se connectent bien sûr aux mers et océans. Plus sérieusement, vous avez rappelé l'importance de la superficie maritime de notre pays, qui représente 17 fois la superficie terrestre. Les enjeux sont essentiels également en matière de politique de grands fonds marins. Exploration, protection et exploitation de ces fonds marins, ce sont d'ailleurs les enjeux qu'ont examiné nos collègues sénateurs lors d'une mission d'information cette année. Ils s'interrogeaient sur la gouvernance, sur le débat entre exploration et exploitation, sur les enjeux de souveraineté également en la matière. Et donc, j'aurais aimé avoir votre sentiment sur cet enjeu-là, comment vous l'abordez dans le cadre de vos responsabilités, quelle position française sur l'exploitation minière des fonds marins internationaux également, et puis quels partenariats internationaux la France envisage-t-elle d'avoir en matière de bassins ultramarins. Et puisqu'on parlait de transition énergétique tout au long de cette réunion de commission, bien sûr chez nos concitoyens, y compris ceux de Saône-et-Loire, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un port ou des côtes, ils sont quand même très attentifs bien sûr à la transition énergétique avec les batteries, avec les métaux rares, avec une éventuelle pénurie. Et donc, est-ce que la mer peut nous garantir que la France, en la matière, ne sera pas soumise à une nouvelle pénurie? Merci. La parole est à Monsieur Lahellec, puis à Madame Havet pour terminer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Merci aussi pour toutes les précisions que vous avez bien voulu apporter. J'ai retenu que dans la feuille de route, si je puis dire, la priorité allait à la protection de la biodiversité marine. Donc la priorité n'est pas, au cas particulier que nous évoquons ici, la production d'énergie. La deuxième priorité, nous avez-vous dit, c'est le développement des activités de la pêche.
Donc ce n'est pas non plus le développement énergétique. Et ce n'est que dans le troisième volet, si je puis dire, que, c'est-à-dire la coordination en mer, que la thématique de la production d'énergie en mer trouve sa place. Ceci, mais si je me trompe, vous rectifierez, mais ceci me conduit à considérer qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation dans les objets que nous allons devoir définir en matière de production d'énergie. Et dans le même temps, il y a des adaptations qui devraient être possibles. Il en est une que j'entrevois dans l'exercice que nous allons devoir conduire, c'est l'adaptation des délaissés portuaires. S'ils peuvent être utilisés pour produire de l'énergie, je pense que ce serait une bonne chose que de l'adapter, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas dénaturer la raison d'être de la loi littorale. Donc, vous voyez, on est un peu dans cet exercice. Toutefois, une opportunité s'ouvre à nous pour pouvoir le faire. Et je pense que nous serons plusieurs dans notre haute assemblée à être tentés d'envisager cette hypothèse. Je ne parle pas à la place des collègues, mais ça me paraît opportun. C'était donc une première remarque, et si je pouvais avoir des éclairages là-dessus, ça m'intéresserait beaucoup. La deuxième remarque que je veux faire, c'est que quand on aborde des espaces portuaires, il est bon de se rappeler ici qu'il n'y a pas que les grands ports maritimes. Il n'y a pas que les grands ports maritimes. Pour m'en tenir à une petite illustration que vous connaissez un peu, la Bretagne administrative, qui a quand même 2700 km de côte. Si on ne considère que les GPM pour apporter la question maritime, nous n'avons pas de port en Bretagne. PORTS. Donc, or, ceux de Brest, de Lorient et de Saint-Malo ont été transférés par les lois Raffarin de 2004. Et ces installations existent bien, il faut bien s'en occuper. Et si je me permets de le pointer ici, c'est parce que le nouveau dépositaire de ce magnifique patrimoine, c'est la région Bretagne, qui perçoit en tout et pour tout, en dotation globale de décentralisation, 1,5 million par an pour ces 3 ports. Ce qui, quand même, crée une situation particulière pour ces collectivités. Donc, je pense qu'il est bon d'intégrer quand même à la réflexion le fait que ces ports décentralisés existent. Et il convient aussi, à partir de là, d'apprécier la situation particulière que constitue la desserte des îles. Toutes les régions de France n'ont pas des îles, et encore moins celles dont la mer s'est retirée depuis quelques années. Mais il se trouve qu'il y a des régions où la desserte des îles est à organiser, et par conséquent, la question de la décarbonation des moyens pour s'y rendre se pose aussi dans des termes particuliers, avec des investissements particuliers à envisager. Donc voilà les quelques remarques que je voulais faire. Et puis, Monsieur le Ministre, saisissons l'opportunité de cette rencontre dont je me permets de vous remercier pour vous donner l'occasion peut-être de repréciser en quelques mots l'appréciation que vous portez sur le parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Il s'est écrit beaucoup de choses là-dessus et je voudrais que l'occasion nous soit donnée ici de lever toutes les ambiguïtés si vous en étiez d'accord. Merci en tout cas. Après la Bretagne, je vais donner la parole à la Bretagne. Madame Havet. Alors, apparemment, le Finistère a gagné 1000 km de côte, donc il y a plus que 2700 km de côte sur la Bretagne. Oui. Monsieur le ministre, je voudrais juste revenir en fait sur les propos du président de la Brittany Ferries il y a quelque temps, qui appelait à la sortie du moins-disant social destructeur sur le transmanche, entre autres depuis l'arrivée l'an dernier d'un navire Irish Ferries qui est sous pavillon chypriote. Et si vous pouvez nous indiquer en fait quelques éléments qui pourraient être mis en place à notre niveau et surtout au niveau européen sur ces sujets. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Vaste programme. Alors, sur la première question qui était, chers collègues, monsieur le sénateur, sur
le Conseil national de la mer et du littoral, en fait, pour repréciser les choses, c'est dans le cadre du Conseil national de la mer et du littoral, en tout cas avec ce Conseil national de la mer et du littoral, que l'on va déployer la stratégie nationale de la mer et du littoral, puisque c'est le forum pour le faire. Et donc, il n'y a pas de duplication, il n'y a pas de doublon. On a la chance d'avoir une institution qui existe, qui permet de représenter, au fond, tous les acteurs. On a la chance d'avoir une stratégie qu'on doit renouveler, c'est SNML, pardon, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on va la faire. Et je veux vraiment en faire, plutôt que de réinventer quelque chose, plutôt que de refaire un autre cadre stratégique, d'utiliser ce qui fonctionne, d'utiliser ce qui est reconnu comme un espace de discussion, de délibération, et du coup de déployer, de discuter, de travailler, d'amender et d'affiner cette stratégie nationale de la mer et du littoral d'ici la mi-2023 dans le cadre du Conseil national de la mer et du littoral. C'est comme ça qu'on le conçoit. Et bien évidemment que chaque région, chaque espace a parfois ses modalités de discussion, mais c'est là que devra se faire la convergence de toutes ces discussions-là et dans ce cadre-là. Sur le sujet du fonds des réseaux côtiers, écoutez, c'est une initiative qui est toute récente. En tout cas, vous dire que le gouvernement a déjà des lignes qui existent sur l'érosion côtière. C'est 10 millions dans une des lignes, c'est le plan de relance, plus 4 millions, il me semble, qui sont aussi disponibles. Il y aura le fonds vert aussi, qui a été annoncé par le Premier ministre, sur lequel on peut aussi imaginer qu'il y ait ce rassemblement de lignes qui sont parfois un peu dans différents ministères. En tout cas, sur le fond, avoir des moyens supplémentaires pour permettre de lutter contre l'érosion côtière, c'est une bonne idée. Maintenant, il ne s'agit pas de multiplier les différents canaux, donc il faudra qu'on regarde ça dans le cadre des différents textes budgétaires, dans le cadre de la stratégie aussi nationale qu'on a déployée sur la lutte contre l'érosion côtière. Donc, je découvre, hein, comme vous aujourd'hui, cette idée. Je pense que la bonne chose à retenir, c'est qu'on a une ambition collective pour faire face à ces enjeux qui sont immenses et donc qui nécessiteront, je crois, un travail collectif. Donc voilà, on aura l'occasion de regarder très précisément. Mais en tout cas, il y a déjà des choses qui existent et qui vont permettre, parce que au fond, ce qu'il faut, c'est déployer très rapidement les premiers projets. Et donc, avec les crédits qui sont disponibles, on peut commencer déjà à déployer les premiers projets. Après, c'est vrai qu'il y a une stratégie à long terme, parce que si on se projette à 2100, ce sera une autre histoire. Il faudra des financements et des recettes qui sont un peu différentes. Sur l'enjeu de la multimodalité, vous l'avez évoqué, il y a déjà des projets. Donc, pour être encore plus précis, par exemple, travailler sur les infrastructures, il y a la connexion ferroviaire avec le port de Fos qu'on va continuer de développer, il y a la Chatière au Havre, il y a le travail que l'on fait avec les armateurs pour justement modifier le prix de la manutention pour permettre cette multimodalité, parce que avant, quand vous utilisiez le ferroviaire, au fond, c'était pas très incitatif, et donc il y a un travail qui est fait avec les armateurs pour que cette multimodalité ne soit pas pénalisante pour tous ceux qui l'utiliseraient. Et donc, c'est d'avoir des mécanismes de prix qui sont incitatifs au report modal. Et donc, c'est ça qu'on travaille avec eux. Donc, il y a plein de projets comme ça qu'on crée partout dans nos ports. Sur l'impact sur les coquilles, vous n'êtes pas censé savoir, si vous êtes costarmoricain aussi, qu'on n'a jamais eu autant de coquilles que cette année. C'est une saison record. Donc, là aussi, il faut... Si, les travaux sont lancés depuis un petit moment. Donc, mais il faut faire attention. C'est pour ça que là aussi, la science est importante. Corrélation n'est pas causalité. Coïncidence n'est encore moins causalité. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas, depuis le lancement des travaux, d'impact négatif sur la coquille. Mais c'est pour ça qu'on a cet observatoire de l'éolien en mer pour regarder à chaque étape de la construction, à chaque étape du déploiement, l'impact qu'il pourrait y avoir. Nous, on est très attentifs, et je le suis en tant que costarmoricain, très attentif à la ressource halieutique, parce que au fond, elle a été magnifiquement bien préservée par les pêcheurs depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, il faut que ça continue d'être le cas. Donc, on y sera attentif dans le cadre des travaux scientifiques qui ont été lancés. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un impact, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans 10 ans, mais il ne faut pas non plus qu'on joue à se faire peur.
pour l'instant, depuis le lancement des travaux, on ne peut pas tirer de conclusions négatives sur le développement de ce parc et la production actuelle ou de cette année le montre. Sur l'usine marémotrice, vous l'avez parfaitement explicité, c'est vrai qu'il y avait un projet à un moment donné dans la baie du Mont-Saint-Michel, ça n'a pas été fait. En tout cas, nous, ce que l'on souhaite continuer à faire, c'est que cette usine marémotrice de la Rance continue à tourner parce qu'elle rend des services économiques, environnementaux, en termes de production énergétique qui sont incroyables. Alors en effet, elle n'est pas à l'équilibre financier parce que c'était un prototype, parce que c'est des coûts de maintenance qui sont importants, mais je crois que c'est un élément important de la transition aussi énergétique, de la production énergétique de ce territoire. Et donc on va continuer de la soutenir et on va se battre pour que, notamment au niveau européen, ce soit reconnu comme tel. Et donc qu'on n'arrive pas à un démantèlement, comme parfois certains le laisseraient penser, de cette usine marémotrice, et qu'on a une entreprise EDF qui la gère avec la plus grande précision, avec le souci d'en faire une vitrine. Et d'ailleurs, c'est un des bâtiments, un des sites de production les plus visités de Bretagne. Et donc, je crois qu'il faut continuer d'en faire un élément de fierté. Et donc, oui, elle n'est pas à l'équilibre, mais en même temps, elle apporte beaucoup de bienfaits. Donc, il faut qu'on continue à la soutenir avec un sujet sur la question de la tarification verte. Mais ça, c'est un autre débat qu'on ne pourra avoir une autre fois. Sur les Outre-mer, mon cher collègue, les Outre-mer, vous avez raison, il faut qu'on ait une ambition très forte sur les Outre-mer parce qu'on ne peut pas avoir un développement, notamment économique, de ces territoires si on n'a pas une ambition très forte sur le développement des flottes de pêche et de l'activité de pêche. Et donc, on a 3 enjeux par rapport à ça. Un, c'est continuer à investir dans les ports. Et donc ça, il faut qu'on le fasse avec les différentes collectivités. C'est pour ça que dans la réunion avec tous les ports, et d'ailleurs je réponds à Gérard Lahellec, il n'y aura pas que les grands ports dans la réunion avec les ports, c'est aussi les ports décentralisés, parce que ça fait partie de cette stratégie nationale que l'on doit avoir. Et donc il y aura aussi des ports ultramarins. Et puis c'est le combat qu'on mène avec Jean-François Carenco, qui a été mené depuis aussi 2017-2018 sur la modernisation de la flotte et de la modernisation des règles qui nous permettent de changer les bateaux. On a des bateaux qui datent de 30, 40 ans parfois en Outre-mer. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Et ça crée d'ailleurs de la tension politique, ça crée de l'incompréhension de la part de nos concitoyens dans les Outre-mer. En plus, ils voient parfois des navires d'autres pays venir aussi payer leurs ressources, ou en tout cas pêcher dans des eaux qui ne sont pas les leurs. Donc le combat qu'on mène, c'est un combat pour faire changer ces règles au niveau européen. On va continuer. À chaque fois que je vois le commissaire Sinkevicius, j'en échange avec lui. Jean-François Carenco s'est rendu à Mayotte pour aussi porter ce combat-là. Nous, d'ores et déjà, pour montrer notre volonté, on a mis en place ce fonds d'amorçage de décarbonation des navires de pêche de 6 millions d'euros pour dire que voilà, nous on est prêts à investir dans la décarbonation de nos navires de pêche, et j'ai bon espoir qu'on sera entendu parce que c'est un élément de souveraineté aussi et de développement économique pour ces territoires. On a aussi un enjeu sur développer les métiers liés à la mer dans les territoires ultramarins, et donc ça veut dire continuer aussi à avoir une coordination des différents lycées maritimes, une coordination de la formation pour aussi mieux l'adapter aux spécificités des territoires ultramarins. Donc on va continuer sur le sujet-là. Les crédits sont disponibles. Maintenant, il faut qu'on ait une adéquation de ces règles européennes pour que moderniser les bateaux, qui permettent d'attirer d'ailleurs des jeunes, ne soit pas vu comme nécessairement ne soit pas vu comme une augmentation de la capacité de pêche. C'est une modernisation d'un bateau, un bateau plus grand, c'est plus confortable, ça attire des gens dans un métier qui est difficile, et donc ça, il faut que tout le monde le comprenne. Sur le point de l'exploration, et donc ça me permet de rectifier quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Je parlais de 80 millions d'euros parce que je parlais des projets qu'on a évoqués dans la phase numéro 1, mais l'ambition que l'on a et les crédits disponibles pour l'exploration France 2030, c'est 350 millions d'euros. J'ai dit 80 millions parce que je parlais de ce qu'on avait évoqué, ce qui était d'ores et déjà engagé. Et donc, nous, sur l'enjeu, et je remercie vraiment tous les sénateurs qui ont participé au débat, je trouve très intéressant que l'on a eu au Sénat, on est sur l'exploration uniquement. La recherche
scientifique, la connaissance, parce que nous considérons que c'est la priorité et parce que l'exploitation implique des risques environnementaux, implique des choses que je crois nous ne devons pas comment dire, soutenir, financer ou une voie dans laquelle nous devons nous engager. Je sais que c'est un peu orthogonal avec ce que vont peut-être faire d'autres pays, mais nous, je l'ai dit tout à l'heure, la priorité doit être aussi la protection des océans, la protection de la biodiversité marine. Et donc l'exploration, oui, et comme l'a dit le président de la République à Lisbonne, l'exploitation, non. Et donc d'ailleurs, on a modifié le code minier en France qui fait que nous ne nous engageons pas dans l'exploitation dans nos eaux. Et donc on essaie de convaincre, et on convainc à chaque réunion nos partenaires de ne pas s'engager dans cette voie-là. Non pas qu'on ne considère pas qu'il y a un enjeu sur tout ce que vous avez évoqué, mais qu'en tout cas, la priorité face aux enjeux de dérèglement climatique, à la nécessité de préserver la biodiversité, doit être eh bien, d'abord et uniquement l'exploration. Je sais que ce n'est pas forcément facile à tenir dans le concert des nations et qu'un certain nombre s'engagent dans cette course-là aux minerais et autres, mais je crois que pour les futures générations, c'est la ligne que l'on doit tenir. En tout cas, c'est celle que le président de la République et le gouvernement tient. Par contre, on a une ambition très forte sur l'exploration, avec 350 millions d'euros, sur des missions avec l'IFREMER, sur des missions avec des scientifiques, sur des missions pour aller explorer les fonds marins, plus de 3000, plus de 6000. Et donc là, on va continuer à porter cette ambition très forte dans les Outre-mer et en lien avec tous les acteurs de la science, notamment le CNRS. Sur l'enjeu des énergies marines renouvelables posé tel quel par le sénateur Gérard Lallec, en disant qu'au fond, dans la dénomination des priorités, les énergies marines renouvelables arrivaient en troisième. Alors, déjà en troisième sur multiples priorités, c'est déjà bien. Et puis surtout que, j'ai dit les trois priorités, ça veut dire 1, 2, 3. Et je crois que quand je dis la priorité doit être la préservation aussi des océans, ça implique du coup réduction des CO2 et donc développement des énergies renouvelables et donc développement des énergies marines renouvelables. Donc c'est pas antinomique, c'est je crois complémentaire, cohérent et on va continuer à le porter. Sur les ports, je vous ai répondu mais vous avez raison, c'est pour ça que la Réunion, il y aura des ports décentralisés qu'on continuera à intégrer au maximum dans tout ce réseau, dans toute cette ambition, les ports qui sont gérés par parfois des départements ou parfois des régions. Sur le parc de Saint-Brieuc, vous êtes costarmérien, je crois que là, certains feignent de découvrir une position qui est la mienne depuis que je suis député. J'ai toujours dit que ce type de projet ne pouvait pas se faire n'importe comment et à n'importe quel prix. N'importe comment et à n'importe quel prix. En 2018, le président de la République s'est rendu au Cap Fréhel pour justement rediscuter de ce projet, rediscuter du financement de ce projet, parce que justement il y avait des choses à ajuster. On a eu, et vous le savez aussi bien que moi, monsieur le sénateur, un préfet en 2019-2020 qui est arrivé et qui a permis de remettre tout le monde autour de la table, de reprendre les discussions, de reprendre la concertation, et donc la position qui est la mienne et qui est d'ailleurs aussi celle du gouvernement, qui est de dire on doit faire les choses de manière la plus concertée possible, on doit mettre au cœur de cette stratégie de développement des EMR la planification, et donc c'est la ligne qui a été la mienne depuis 2017, c'est la ligne qui est la mienne depuis que je suis au gouvernement, c'est ce que j'ai dit aux pêcheurs costarmoricains. Premier déplacement que j'ai fait, c'était pour aller voir les pêcheurs costarmoricains pour dire que ce projet allait continuer en ayant à cœur la concertation, en pensant déjà le retour des usages une fois que le parc serait déployé. Et donc, je crois qu'en la matière, comme vous d'ailleurs, monsieur le sénateur, le gouvernement et moi-même, on a fait preuve de cohérence. On a rectifié la trajectoire quand ça partait dans le mauvais sens. Et encore une fois, quand j'évoque cette expression de mon grand-père maternel qui est ni fait ni à refaire, ça veut dire que quand on tire les leçons de ce projet-là, eh bien, il y a des choses qu'on aurait dû faire différemment. Et c'est une bonne leçon pour les futures générations et sur les futurs parcs à déployer et à développer. Et je sais que vous partagez cette expression de mon grand-père, mon cher sénateur Lahellec. Et sur le modèle social, merci beaucoup
Madame la sénatrice Chernadès, je sais votre implication sur les sujets aussi de dumping social. En effet, ce sont des pratiques utilisées par un certain nombre d'entreprises qui sont déloyales, qui sont inacceptables, parce qu'au fond, elles mettent à mal notre pacte social et le pacte social européen. Et donc, nous, on se bat pour avoir des entreprises qui opèrent avec le plus haut standard social, environnemental, en termes de salaire aussi. Et donc, on va travailler avec le gouvernement britannique pour trouver des modalités d'avoir des modèles sociaux similaires. Je crois que le président de la République, notamment dans le cadre de la PFUE, a redit aussi notre ambition de travailler sur le renforcement de notre modèle social et de lutter contre le dumping social, parce que c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de sécurité aussi. Et donc là, on ne lâchera rien. Et donc, on fera en sorte que, comme on l'a fait sur les travailleurs détachés, vous vous rappelez, en 2017, et que ce n'était pas vu comme quelque chose de très simple, on continuera à le faire sur les marins, sur les gens de mer. Et donc, on va travailler très concrètement pour renforcer la lutte contre le dumping social. Et on a déjà une mission qui a été lancée au sein de mon ministère pour trouver des pistes très concrètes et aussi des moyens de coercition si jamais on n'arrivait pas à avancer et empêcher un certain nombre de bateaux qui se livreraient à ce dumping social de pouvoir opérer sur ce transmanche. Donc on a beaucoup d'ambition. On travaille très concrètement avec une inspection, avec une mission d'inspection, et je n'ai pas de doute sur le fait qu'on va pouvoir avancer avec vous, parce que je sais que ça tient à cœur à tous les sénateurs qui regardent cette question du dumping social au fond comme une remise en cause de ce qui doit être le projet européen et ce qui a été porté pendant de nombreuses années par un certain nombre de nos prédécesseurs. Bien, Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier pour la clarté de vos propos, et vos réponses, et puis l'énergie que vous mettez à défendre vos dossiers. Merci pour cet échange. Et puis, ma foi, on va se mobiliser pour les 2, 3, 4 novembre, afin qu'on soit très présent sur ce dossier d'accélération des énergies renouvelables. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président.